Alors Marie, aujourd'hui j'ai vraiment envie de te faire une confidence par rapport à ma vie d'adulte. Ouais. Et j'ai envie de commencer par ma plus grande frustration et aussi du coup terminer par, on va dire, une de mes plus belles expériences en tant qu'adulte. Et après tu pourras aussi me raconter, on est dans le partage. Bien sûr. Donc voilà, moi ma plus grande frustration, je sais pas si c'est le cas pour toi, c'est quand tu finis les études et que tu rentres dans cette vie de responsabilité, dans le monde du travail. En fait, tu as tellement de nouvelles informations à gérer, tout ce qui est déclaration d'impôts, syndicat, mutuelle, statut employé, indépendant, qu'est-ce que tu veux faire comme nouveau travail, est-ce que tu peux directement travailler. Et en plus de ça, il y a aussi ce côté, cette pression-là de la société et aussi de la famille, que ce soit interne ou externe, direct ou indirect, qui vient se mélanger avec ce surflux d'informations. Et je trouve que parfois, gérer tout ça en même temps, or que toi-même, en fait, tu es considéré comme adulte, donc tu dois un peu savoir les choses, mais d'un côté aussi, tu es nouveau dans ces games, tu vois. Et donc, du coup, gérer ça en tant que junior, nouveau dans cette vie, La vie de d'adulte. voilà, exactement. Pour moi, ça a été super compliqué. C'est comme si, et je sais pas si toi, tu as eu ça quand tu étais petite, tu voulais vite grandir, tu voulais vraiment vite devenir adulte. Et puis, j'ai l'impression que le monde et que la vie te dit en vérité, tu as voulu vite grandir. Tiens, maintenant, débrouille-toi. Tu veux être là, débrouille-toi. Donc, ça, c'est ma plus grande frustration. Et toi, ta plus grande, c'est quoi un challenge que tu as eu durant cette vie d'adulte? En fait, c'est pas un challenge genre, dans le sens que je sais pas que je me suis pas vue grandir, mais je me suis pas vraiment vue grandir. C'est comme si ma vingtaine, tant que je suis dans la vingtaine, c'est ok. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'avoue que la porte de sortie, elle commence à se rapprocher. En tout cas, ce qu'on est en train de nous présenter comme la porte de sortie qui est la trentaine, tu vois. Yes. Et en fait, finalement, tu sais, ce déclic par rapport à la trentaine, je crois que je l'ai eu à cause de toi. Ah bon? Je me rappelle, un jour, on était à un événement et puis on parlait avec des meufs qui étaient dans la trentaine, tu vois. Ouais. Et toi, tu disais, je suis excitée d'être dans la trentaine, ça Mais se passe oui. comment, etc. Moi, dans ma tête, comme j'ai un an plus que toi, j'ai dit, mais elle est folle ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, genre, la manière dont elle nous a parlé, ça donnait envie d'y être, en fait. Tu vois, elle disait, non, on est plus accompli, genre, on a plus d'argent, genre, même en tant que femme, tu peux un peu plus slay parce que tu as de l'argent, tu as plus confiance en toi, tu sais un peu plus Exactement. qui t'es. Et j'avoue que c'est pas que ça a jamais été vraiment une peur pour moi d'être à la trentaine parce que c'était pas que j'ai voulu grandir vite, mais moi j'ai ce truc de vouloir réussir vite dans la vie. Donc déjà jeune, je me vois déjà accomplie financièrement, professionnellement, etc. Et mais c'est vrai que la trentaine, je pense à cause de la société, j'ai toujours eu ce petit truc de la pression, faut avoir des enfants, faut être quelque part, faut avoir un certain niveau dans la vie. Et avoir parlé à ces filles-là, je pense que ça a vraiment créé un déclic en moi en me disant, mais en vrai, la trentaine, ça doit vraiment être frais en fait, ça doit être trop trop bien. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai un peu embarqué dans cette aventure avec toi et on va en parler plus tard. Et on va parler en détail, effectivement, plus tard. Ok, je savais pas que avant moi, donc du coup, avant qu'on parle avec les filles là, tu étais en mode. T'avais pas cette connotation positive en fait. Non, Et mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette connotation négative et j'ai pas envie de donner une illusion, mais j'ai aussi envie de peut-être déconstruire ce côté négatif, surtout pour les femmes. De la trentaine en fait, parce que je crois que c'est plutôt un truc négatif pour les femmes, pour les hommes c'est même bien parce que justement eux ils pensent direct 30 ans, plus d'expérience, plus d'argent, stabilité, or que nous les femmes on se dit que l'âge est contre nous. Or qu'en vérité, je crois que le plus grand glow-up, souvent, il y a beaucoup de femmes qui le disent, et c'est bien de parler avec des personnes plus âgées, elles disent qu'en vérité, le glow-up qui est vraiment au maximum, c'est entre 30 ans et 40 ans. Et même, je pense qu'il y a plein d'âges qui sont sous-cotés, tu vois. Là, on parle de la trentaine, mais peut-être aussi la quarantaine, c'est hyper frais. C'est ça. Mais c'est juste Mais on est encore loin quand même. On est encore loin. On est encore large. Mais tu vois, c'est un impensé. Genre, on pense pas à ça, genre en mode de manière positive, à travers un nouvel angle. Ouais, et je pense que c'est pour ça aussi, on va parler de ça, on va parler de notre propre avancée en cours en fait, tu vois. Et c'est ce que tu me disais, enfin c'est ce que tu me posais comme question. En fait, avant ça, je pensais à la trentaine, oui, mais je me suis dit, je suis large, tu vois. T'as le temps. Ouais, j'ai le temps. Donc j'ai 25 ans, ouais, 5 ans, tranquille. 26. Tu vois, donc je commence à être plus proche de 30 que de 20, tu vois. Tu as quel âge maintenant? Là, maintenant, j'ai 28.
Et du coup, ouais, c'est là, la trentaine, elle est là. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'un des trucs qui renvoie à la connotation négative, alors que je pensais pas spécialement à ça, je sais pas, c'est comme les vidéos sur Facebook ou Insta, tu vois, quand ils disent t'ouvres la porte pour les 9-7, tu vois, c'est bientôt l'arrivée de la trentaine, les 9-8, tu vois, chaque année, ça se rapproche de nous, tu vois. Ou bien quand tu vas sur un site et tu dois mettre ta date de naissance, grave, tu dois scroller loin. Ouais, tu commences à dire, ah non. Ça va loin. Même t'ouvres, tu vois 2006, tu dis, ah. Et donc tu dois descendre. C'est vrai que c'est ces petits trucs qui disent que, ah ouais, quand même, je commence vraiment à grandir. Et même, je pense fatalement aussi, un truc qui me fait tilter, c'est par rapport à mes parents, comme je suis la troisième, tu vois, de la famille. Ben, je suis la dernière, en fait, tu vois. Genre, j'ai toujours été le bébé, mais là, je me sens moins bébé, tu vois ce que je veux dire, vu que je suis vraiment une adulte concrète, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était on a parlé un peu de nos, on va dire, de nos complications ou de nos frustrations ou bien de notre aperçu un peu plus négatif, on va dire. Qu'est-ce qui, pour toi, était jusqu'à maintenant, parce qu'au final, on est encore jeune, on ne va pas faire des leçons comme si on était des anciennes, mais du peu qu'on a vécu, quand même, on a quand même un peu vécu, surtout pendant la vingtaine. Qu'est-ce qui a été pour toi quelque chose qui t'a rapporté de la paix? Moi, je pense que c'est vraiment le fait de lâcher prise, tu vois, et de justement changer ma perspective, de plus voir mon arrivée vers la trentaine comme quelque chose de problématique ou que quelqu'un m'attend au tournant, mais vraiment de l'aborder en mode lâcher prise et de voir comment ça avance. Et je pense que t'en parler aussi, c'est quelque chose qui me rassure. Le fait qu'on le partage à deux, tu vois, genre quand on traverse ce genre de choses, on n'est pas forcément tout seul, tu vois. Exactement. Et je pense que ça me permet quand même de pouvoir mieux l'aborder. Et toi? Je crois que, comme tu sais, j'ai emménagé seule récemment. Et je crois que le fait de pouvoir avoir un chez-moi, j'avais déjà un chez-moi avec mes parents, vraiment, God bless, mais je crois que d'avoir mon propre space, mon cocon, pouvoir m'organiser d'une manière indépendante, de pouvoir planifier des choses selon mes envies, que ce soit la cuisine, le sport, etc. Je crois que pour moi, ça a été l'une des expériences qui m'a rapproché le plus de cette sensation de liberté. Et je crois que c'est ça pour moi qui a été pour le moment une belle expérience. Donc la vie d'adulte, je sais que c'est dur, mais honnêtement, si tu y réfléchis, il y a plein d'aspects positifs aussi et il y a plein de challenges aussi et c'est de ça qu'on va parler. Donc bienvenue dans notre nouveau podcast Sharing Community. Aujourd'hui, on va créer notre tout premier épisode, donc on a vraiment hâte. Comme vous pouvez l'entendre, Sharing Community, ici on veut vraiment créer une communauté, une famille où on peut partager, car quoi de mieux que de partager et de ne pas se sentir seul quand tu vis une galère et de pouvoir te dire qu'en vérité, je ne suis pas seule et je peux partager avec des autres personnes. Et donc ici, on va vraiment parler de cette vie post-étudiante et en entrant vers la vie d'adulte, la vie de responsabilité. On va parler de plusieurs aspects, de gestion de carrière, de finance, effectivement, investissement, santé mentale, très important, relations amicales, relations familiales et plein d'autres aspects. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à continuer à nous écouter, à partager et let's get into it. Je pense aussi qu'on doit aussi rappeler pourquoi on fait ce podcast. Genre, c'est plus par rapport à aussi nos expériences vécues, sur le fait d'expliciter cette idée qu'on n'a pas de mode d'emploi pour être un adulte. Et en fait, vous allez voir que l'objectif de ce podcast, c'est pas que faire des discussions entre deux copines, mais c'est aussi de vous donner vraiment des tips, des outils concrets pour affronter la vie, ne serait-ce que dans les finances, dans l'administratif, etc. Je pense que c'est des choses qu'on aurait voulu avoir nous-mêmes. Et en traversant ça, on a envie de partager ça avec vous. On a envie de catcher ceux qui sont aussi dans notre génération, mais aussi les plus jeunes. Et aussi pour les plus vieux, quoi. Donc, commencer à vraiment à faire un espèce de pont entre toutes les générations. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif du podcast, quoi. Effectivement. Et je crois que c'est intéressant car quand tu es, on va dire vraiment quand tu es adulte tout frais, donc moi j'appelle ça un peu junior adulte, comme je l'ai dit, une des plus grandes frustrations, c'est que tu as vraiment trop d'infos et souvent tu ne sais pas forcément où trouver les informations. Certes, tu peux en parler, mais il n'y a pas vraiment de guide en fait. C'est ça le problème. Donc voilà, je crois qu'on peut peut-être aller un peu plus dans les détails de vraiment par rapport à nous-mêmes. Comme ça, on apprend à se connaître pour ce premier épisode.
pourquoi on veut vraiment parler de ce moment spécifique et qu'est-ce qui nous a touchés et donner des exemples concrets de notre vie personnelle par rapport à ça. Bah, vas-y. Let's go. Ok. C'est moi qui commence, merci. On se présente, non, quand même, ça serait mieux avant de commencer. Ouais. Donc moi c'est Marie-Fidèle Doucin-Guizé, du coup je l'ai dit, j'ai 28 ans, je fais plein de trucs, à savoir que j'ai plein de casquettes, donc à savoir que je suis doctorante en socio-anthropologie, je suis spécialiste des identités afrodescendantes, je suis conférencière internationale, créatrice de contenu, je fais des événements, je fais tellement plein de trucs et voilà, donc je suis l'une des co-créatrices en fait de ce podcast. Du coup, et toi? Super. Et alors moi c'est Clémentine Nishimwe, Clems pour les intimes, j'ai 26 ans, bientôt 27 ans, ça approche. Je suis mi-flamande, mi-bruxelloise, je parle aussi néerlandais. Mis à part ça, sur le côté professionnel, je suis senior financial consultante dans le domaine privé. Mis à part le côté professionnel, je crois que je suis quelqu'un qui aime passer du temps avec les miens, ma famille. Je suis assez active dans la vie, j'aime bien être sportif, faire du sport, etc. Et si je peux me définir avec un ou deux mots, une personne, une femme, surtout de foi et d'espoir. Donc voilà. Ok. Là, on peut commencer quand même. On a été impolis. Juste ça. C'est vrai. En plus, je ne sais même pas présenter. Du coup, je parlais par rapport à mon caractère à moi. Ce qui a été compliqué dans cette vie de trentaine, c'est qu'il n'y avait pas forcément de standards sur lesquels je pouvais m'appuyer. Et du coup, d'où ça vient, c'est que dès le jeune âge, comme j'ai dit, j'ai déménagé de Bruxelles en Flandre. Et du coup, en Flandre, il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs à cette époque-là. Ça fait déjà 16 ans, etc., que j'ai déménagé là-bas. Et du coup, rentrer dans un environnement que je ne connaissais pas, ça a fait en sorte que je devais me faire un peu petite, plus petite que les autres, et m'adapter en fait à l'environnement où j'étais, sans forcément pouvoir ressortir ma personnalité à 100%. Et du coup, ça m'a suivie. Au fur et à mesure, j'ai toujours dû un peu m'adapter. J'ai l'impression que j'étais un peu dans le people pleasing parce que quand tu vas être accepté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire plaisir aux autres. Et du coup, ça a été toujours facile dans le monde des études de faire plaisir aux autres et de faire plaisir à l'institution. C'était quoi faire plaisir à l'institution? C'était de réussir ses cours. Donc quand tu es en secondaire ou à l'université, qu'est-ce que tu dois faire? C'est assez simple. La définition du succès, c'est quoi? C'est réussir ses examens, bien étudier, comment le faire, étudier à l'avance, partager des synthèses avec tes amis, etc. Donc c'était assez clair. Maintenant arrive la vie d'adulte. Tu arrives dans la jungle, dans la savane, parce qu'il n'y a pas vraiment ce standard typique de succès. Parce que le succès en tant qu'adulte, c'est quoi au final? Est-ce que c'est se faire de l'argent? Un peu, parce que dans le capitalisme qu'on vit, c'est un signe de succès. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que c'est plutôt aller voyager? Parce que là, tu te libères en fait de ce standard. Est-ce que c'est travailler en tant qu'indépendant ou employé? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que c'est fonder une famille? Parce que parfois, tu as cette pression externe aussi. Ah, tu es adulte, donc du coup, maintenant, tu dois te responsabiliser, trouver quelqu'un et créer une famille. Et du coup, comme j'étais habituée à avoir une régulation, un standard très typique, arriver dans un monde ou dans une phase où j'avais pas d'accroche, ça a été très compliqué pour moi parce que quand tu as trop de choix, tu dois commencer à te baser sur tes propres envies et sur ton propre choix. Et c'est là que pour moi, ça a vraiment été compliqué. Le fait de ne pas avoir ce guide, cet accroche-pied où j'aurais pu me dire OK, je vais suivre ce standard-là et ça va le faire. Et donc, pour moi, c'était ça qui était difficile, de vraiment être perdu entre plusieurs questionnements, plusieurs choix de réussite, parce qu'au final, la réussite est très vague en tant qu'adulte. Ouais, c'est relatif. Hein. Ok, moi, pour ma part, plus par rapport à mon parcours, à la différence de toi, bon, toi, tu es mi-flamande, mi-bruxelloise. Moi, je dis toujours que je viens à peu près partout en Belgique. Donc, en gros, j'ai grandi à Bruxelles, ensuite en Flandre. Et après, j'ai fait mes études à Bruxelles. Et puis maintenant, j'ai fait mon travail et mes études universitaires, je les ai faites en Wallonie. Donc, je suis à peu près de partout en Belgique. Et en fait, genre, par rapport à mon parcours, c'est pas que j'ai dû m'adapter, mais moi, j'ai l'impression que je suis vraiment une fille classique noire de Belgique, en fait. Tu vois, genre, j'ai grandi à Bruxelles, en
quartier populaire. Enfin, j'ai tout cet héritage et tous ces emprunts qui ont un peu conduit ma vie. Et voilà, bon, à force de me battre, parce que c'est vrai que grandir dans ce genre de contexte, ça te met pas dans une posture vraiment de facilitation pour l'avenir, ne serait-ce que trouver un emploi, réussir à l'université, etc. Ne serait-ce que atteindre l'université aussi. Enfin voilà, à force de combat, j'ai réussi quand même à devenir universitaire. Et je pense que l'une des claques en fait qui m'est venue un peu en visage dans le fait de traverser cette trentaine, je pense, c'est comme tu dis le flux d'informations qu'on a quand on est adulte et aussi le flux de responsabilités qu'on commence à avoir. Tu découvres des factures, genre tout à l'heure j'ai découvert une facture, c'était quoi? Une taxe de communal, genre des trucs que je devais payer, je connaissais même pas. Tu vois, en Belgique, bienvenue, le pays des taxes, c'est sûr. Tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est des choses que je n'avais jamais abordées et qui me fait rendre compte que je suis plus cette étudiante et que je suis vraiment, comme tu disais, tu parlais de cette phase post-étudiante, je suis vraiment en plein dedans, tu vois. Je peux plus me penser comme, voilà, comme je disais, étudiante, un peu insouciante, etc. Je suis vraiment dans ma phase d'adulte, je suis vraiment dans le monde du travail. Maintenant, c'est moi qui donne des conseils, maintenant, c'est moi qui donne les tips pour la vie, tu vois. T'es quelqu'un, toi. Ouais, bah, je sais pas, bah, comme tu dis, genre, j'ai l'impression aussi que notre podcast, c'est aussi un peu une formation pour devenir un ancien. On y est vraiment. Pour devenir un ancien, tu vois. Et ouais, je pense que c'est vraiment ça qui consolide cette idée que je commence à comprendre que je suis vraiment dans cette trentaine et que on est vraiment dans cette transition de. Par contre, je me sens hyper jeune, genre je me sens tout à fait jeune, mais on est encore jeune. Ouais, je me sens hyper jeune, mais je sens que ma vie, elle commence à changer, elle commence à se transformer. Et d'où l'importance, je pense, de ce podcast pour être dans cet accompagnement. Et je pense avoir une preuve d'archive de ce qu'on vit, voilà, de comment ça évolue. Non, c'est vrai, non, tu as tout à fait raison. Et pour revenir juste un tout petit peu, pour pas divaguer sur ce que tu as dit, en termes de tout ce qui est facture communale, taxe communale, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un peu un échec dans l'institution universitaire, dans le sens où c'est bien, on nous prépare à travailler, mais tous ces aspects-là qui viennent autour du travail, on nous apprend pas ça, en fait. Mais je sais pas si c'est la faute de l'institution. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus large. Je pense aussi que... Mais les bases, vraiment les bases en mode... Par exemple, avoir un syndicat quand tu vas travailler, c'est important. Ouais, tu vois, juste une petite formation de 1 mois où tu as des cours, comment rentrer dans la vie d'adulte, pas en général, mais côté administration en Belgique. Ouais, moi je suis d'accord, mais en fait c'est parce que dans le monde institutionnel ou dans le monde scolaire, il y a plein d'angles morts en fait. Enfin, tu te rends compte des fois qu'on nous pose des questions fondamentales alors qu'on est des gamins et on sait même pas à quoi répondre. Je prends comme exemple qu'on est en primaire et qu'on nous dit tu veux faire quoi dans la vie, tu veux faire quel métier? Mais comment ça, tu vois? On nous apprend même pas déjà à être nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même chose dans le monde de l'emploi. On nous apprend à devoir incarner un travail, incarner un certain rôle au sein d'une institution. Mais comme tu sais, enfin comme tu dis, on n'a même pas de syndicat, on sait même pas comment on fait. On découvre des factures, tu vois? C'est plein de trucs où il y a vraiment un impensé, un angle mort. Et je pense que c'est quand on présente ce podcast comme étant un mode d'emploi, en vrai c'est pour de vrai. Et je pense que c'est vraiment presque un support matériel pour aider les gens à pouvoir s'aiguiser dans la vie, et même nous on prend des notes de ce qu'on est en train de vivre, combler ce manque que tu dis, ce manque et ce vide institutionnel, tu vois, par rapport à comment devenir adulte. Je pense aussi qu'il y a des supports qui existent mais on ne sait pas les mobiliser, comme Infor Jeune, etc. Tu vois, c'est tout des trucs, je crois que c'est des dispositifs qui sont là, mais on ne sait pas comment on les démarcher, on ne sait pas où on les connaît pas, on les connaît pas parfois. Tu vois, on les connaît pas, ils sont inscrits dans des réseaux invisibles pour nous, et c'est que quand on est dans la galère qu'on se dit il y a pas Infor Jeune ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que l'un de nos objectifs c'est de rendre aussi ces données-là, ces infos-là accessibles facilement en fait, tu vois, trouvables. Au moins une plateforme où on pourrait trouver ces infos-là, ce serait déjà bien. Et après, ce qui est bien aussi dans la vie d'adulte, c'est qu'au final, c'est comme Damso le dit bien, c'est être débrouillard. Il faut te débrouiller dans la vie. Et je crois que mine de rien, c'est peut-être un échec pour l'institution, pour moi, mais un échec, c'est un grand mot, mais comment on dit ça? Pas un déficit, mais quelque chose qui manque, en fait. Ouais. Mais au final, c'est quelque chose de bien et peut-être fait on purpose, donc avec un but.
de faire en sorte qu'on se débrouille et qu'on apprend, parce qu'au final, on apprend de nos erreurs et on apprend avec l'expérience. Et c'est ça la vie d'adulte, en fait, c'est que des claques comme ça, tu vois, où on t'attend et on t'apprend à tomber. En fait, la vingtaine, j'ai l'impression que c'est que ça, tu dois tomber. Et c'est quand la vie, elle te frappe que tu découvres des choses, que tu commences à avoir ce nouveau mindset, tu vois, pour entrer dans cette posture sagesse d'adulte. surtout. Ouais, cette Comme sagesse. on dit, la sagesse vient avec l'âge. Et je pense qu'il est triste aussi, c'est un peu cette perte d'innocence aussi, et ce côté assez fataliste de la vie, que la vie, elle est dure, elle est hard, tu vois, elle est dure, tu vois, et que, ouais, tu dois t'inscrire, comme tu dis, dans cette posture assez réaliste. Non, c'est vrai. Moi, je crois qu'aussi, pour notre génération, en tout cas, il y a 2 éléments qui nous ont touchés. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour toi, mais je crois qu'on en a déjà parlé. Le corona nous a beaucoup touchés par rapport à notre vie de jeunesse, 18 ans, 30 ans, et aussi les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux. Oui, par rapport au corona, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, en fait, on est resté 2 ans enfermés. C'est 2 ans de notre vie qu'on nous a retirés, qu'on nous a pris. Donc j'ai l'impression qu'on est dans cette optique-là où on doit tout éteindre parce que tout peut aller tellement vite. On nous a pris 2 ans, donc on veut tout rattraper. Mais en même temps, il y a ce côté-là où pendant cette période de corona, il y a beaucoup de gens aussi qui sont partis, donc on peut voir aussi que la vie, en fait, elle va tellement vite. Donc on a eu cette pression en mode, on veut tout rattraper, on veut enjoy, mais en même temps, tout peut aller très vite, donc j'ai envie de créer mon patrimoine, donc faire de l'argent. Donc le corona nous a mis un peu dans un mood où on est en mode, on court un peu derrière le temps, on court un peu derrière l'argent, on court un peu derrière nos objectifs. Et je crois que ça nous a un peu, mine de rien, impacté dans la façon de faire, en fait. Toi, je sais que tu m'avais dit que tu avais la haine contre le corona parce que ça t'a, pour toi, limite, même ton âge, tu le fais -2 parce qu'on t'a pris 2 ans, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. J'ai l'impression que, ouais, le corona, ça m'a pris 2 ans. C'est pour ça que je parle souvent de l'âge que j'ai dans ma tête et l'âge que j'ai dans la vraie vie, tu vois. Et dans ma tête, j'ai encore 26, voire 25, voire 24. Tu vois 24, t'es parti depuis 2 ans. Le corona, c'était 2 ans. C'était 2 ans. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai des âges en moins et c'est vrai que ça nous a pris 2 ans et c'est 2 ans où on n'a pas pu découvrir la vie, on n'a pas pu faire, je sais pas, juste sortir, voir des gens, on n'a pas pu vivre ce moment-là de jeunesse, innocence aussi. C'était un monde entre parenthèses, genre même quand on m'a parlé du corona, pour moi c'était faux, tu vois, genre je me rappelle même, on m'a dit ouais il y a un truc qui s'appelle le corona et tout, ça va être chaud, tu vois, et je dis mais ils m'ont dit ouais il y aura un truc ça s'appelle le confinement, je dis mais n'importe quoi, ils vont pas arrêter la terre pendant 2 ans, tu vois. Mais pour toi c'est pas une dinguerie même que ça s'est passé déjà il y a 5 ans. Pour moi, c'est trop bizarre de me dire, on était vraiment enfermés et si tu sortais à telle heure, la police pouvait te dire rentre chez toi, c'est fou, non? Pour moi, c'est une dinguerie qu'on ait vécu ça. Et j'ai l'impression qu'on a vécu une vie entre parenthèses, une bulle. C'est comme un rêve, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, comme tu dis, ça fait 5 ans, donc on est dans la vie concrète. Mais c'est vrai que j'ai quand même été marquée par cette période-là, quand même, dans ce que je suis, ouais, effectivement. Mais tu avais parlé aussi de l'impact des réseaux sociaux. Exactement. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est une nouvelle innovation qui a vraiment ses avantages, mais a ses désavantages aussi. Et je crois qu'il faut un peu avoir un contrôle sur ça, dans le sens où les réseaux sociaux, pour moi, c'est bien pour garder contact avec les gens qui sont dans d'autres continents, qui sont au bout du monde, pour avoir un peu des nouvelles. Il y a des gens, tu n'es pas forcément ami avec eux, mais tu veux quand même savoir de leurs nouvelles parce que tu les aimes bien, de loin ou de près. Et donc, tu peux prendre de leurs nouvelles en regardant leurs stories, etc. Et tu as aussi ce côté qui est bien pour le business development. On ne va pas se mentir, le marketing, les influenceuses. Il y a un tout nouveau monde qui s'est créé et qui a pu générer beaucoup d'argent pour certaines personnes. Donc ça, franchement, top. Mais il y a aussi ce côté un peu toxique dans le sens où, pour moi, il y a 2 sortes de pression. Donc, il y a une pression que tu te mets à toi-même parce qu'on ne va pas se mentir sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snapchat. On va montrer ce côté parfait, ce côté positif. C'est très rare qu'on va se montrer quand on pleure ou quand on vit une galère. Donc, on va toujours se montrer sous notre meilleur jour. Et du coup, c'est très important de savoir que si tu montres ce côté parfait, cette personnalité parfaite, cette vie parfaite sur les réseaux sociaux, que toi-même, inconsciemment, tu vas peut-être mettre cette pression en mode « Ah, sur les réseaux sociaux, je montre cette vie-là, donc ma vie aussi doit vraiment être parfaite. Or que la vie n'est pas parfaite. Une story, c'est 10 secondes, c'est 1/100 de toute une journée. Donc je crois qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire très attention avec ça.
parce que ça peut vite devenir une obsession de vivre absolument ou à 100% la vie que tu montres sur Instagram. Et deuxième effet, c'est ce problème de la comparaison. Je crois que nous, notre époque, on a un problème de comparaison qui aussi va beaucoup souvent causer des dépressions. C'est qu'on va facilement comparer notre vie à celle de l'autre vu qu'on a cet accès-là facilement. Regarder les stories, les publications. Ah, cette personne, elle vit ça, elle a mon âge. Comment ça se fait que moi, j'ai pas ça? Et souvent, quand on compare, on va regarder le côté positif des autres et on voit plus les côtés positifs que nous on a. Dans ce que tu dis, c'est intéressant parce que toi et moi, on a deux angles différents, vu que moi, je crée du contenu. Exactement, coup, oui. Et toi, tu le vis comment, du coup, bah ouais, derrière, c'est plus par rapport à cette caméra. approche-là, et je me rends compte à quel point, des fois, je culpabilise de ce que je publie, tu vois, parce que je me dis, si quelqu'un tombe sur mon Insta, il va se dire, mais ouais, la go, incroyable, elle fait que voyager, elle fait que faire ça, elle fait que faire ça, et je me dis, punaise, mon compte, même s'il peut être inspirant, je sais que de l'autre côté, ça peut vraiment être un nid à complexe, comme moi, je complexe parfois d'autres créatrices de contenu qui sont plus loin que moi, auxquelles je m'identifie, tu vois, et en fait, je trouve que c'est un peu tout l'effet vicieux de la création de contenu, du monde de l'influence, des réseaux sociaux, et en fait, plus par rapport à ne serait-ce que dans la phase de la vie d'où on est, genre donc moi je suis, toi t'es plus 9-8, moi 9-7 et 9-9 je mens, 9-7. On connaît la tactique, on connaît. Non, 9-7. Et en fait, dans notre génération, je trouve qu'il y a aussi ce truc de montrer un peu le lifestyle, tu vois. Et en fait, ce que je trouve encore plus triste, et je sais pas si c'est en lien avec les conjonctures actuelles, socio-économiques, etc., parce que la vie est dure, il y a que des crises, et en fait, on hype beaucoup le monde entrepreneurial, mais je vois des jeunes, de plus en plus jeunes, dire qu'ils veulent devenir des entrepreneurs, dire qu'ils veulent percer. Genre, j'ai un de mes petits cousins qui a 20 ans qui me dit « Ouais, moi, je veux absolument faire du cash, il faut que j'investisse dans l'immobilier. » Mais moi, à 20 ans, je pensais même pas à l'immobilier. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est des choses qui me choquent. Et je sais que c'est des supports comme Insta et TikTok, ça joue sur ça. Des fois, je vois des vidéos sur des gens qui font de l'entrepreneuriat qui disent « Ouais, voici tel plan business, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Même si tu es très jeune, tu peux te lancer. Tu vois, c'est plein de trucs qui fait qu'on brise notre innocence, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, les réseaux sociaux, ça peut vraiment être quelque chose de super bien en termes d'inspiration et du fait de revenir sur le truc terre à terre, surtout quand il y a des créateurs de contenu qui mettent en évidence qu'il y a des choses qu'on montre comme normales mais que c'est pas normal. Par exemple, le fait qu'il y a plein de créateurs de contenu qui montrent par exemple des lifestyles où ils voyagent tout le temps, où ils montrent leur dressing incroyable alors qu'ils ont tous 22 ans, alors que c'est pas la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Pas la vraie vie pour certains. Et tant mieux, s'il y en a qui le vivent, tant mieux. Tu vois? Mais il faut pas que ce soit une idolâtrie, ça se dit, pour certaines personnes. Et ça s'élève à un niveau de standard en disant c'est ça le truc standard. Et c'est des choses qui rajoutent énormément de pression. Et exactement la même chose pour justement, je trouve l'arrivée dans la trentaine, c'est tous les discours qu'on entend sur est-ce que tu vas avoir des enfants? Tu vois, enfin déjà tu vois tes amis, moi je vois déjà mes amis commencer à avoir des enfants, commencer à se marier, commencer à investir sur l'immobilier. Et en fait, il faut juste comprendre que chacun son chemin en fait. Exactement. Et c'est super dur, je trouve, dans la fin de la vingtaine, de réussir à t'émanciper de ça, d'être au-dessus de ça, tu vois, et de comprendre que c'est mon chemin, chacun son rythme, etc. Qu'il faut pas avoir la pression. De mettre une certaine barrière entre ça en fait. Et je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment on montre vraiment ce qui nous arrange, tu vois. On montre beaucoup nos succès, mais pas nos échecs, tu vois. Exactement, c'est vrai. Et tu as aussi parlé de cette hype pour être indépendant, cette fameuse vidéo qu'on voit, tu veux devenir avec le doigt, tu veux devenir indépendant, la voiture de luxe, suis mes formations, etc. Je crois qu'il faut parler aussi de tout ce qui est argent. On ne va pas se mentir, on vit dans une société capitalisme. Donc, vouloir se faire de l'argent ou aimer l'argent, pour moi, c'est normal. Mais je crois qu'il faut juste se questionner et prendre son temps et aussi se dire qu'est-ce que moi je veux et comment moi je veux le faire. Je trouve que le problème, c'est qu'on a trop, et c'est pas que les réseaux sociaux, c'est la société aussi qui nous dit, parce que on vit dans une société capitalisme, où on vit dans une société de consommation, où tout est cher. Tu respires, tu payes, en vérité. Tu vois, même ma poubelle que j'ai payée, je ne savais pas que ça coûtait aussi cher. Donc, juste pour dire qu'on vit dans une période très difficile économiquement parlant. Donc, il faut se faire de l'argent, mais il faut savoir que ce n'est pas aussi facile et qu'être indépendant n'est pas aussi forcément la seule option. Donc, non, je crois que c'est important de dire, prenez vos temps.
par rapport à l'argent et ayez une relation saine avec l'argent. Parce que c'est très bien d'aimer l'argent parce qu'on en a besoin pour se nourrir, etc., pour faire des choses qu'on aime, mais ça peut vite devenir une obsession et parfois tu deviens esclave de l'argent et je crois que là tu peux tomber très vite de haut et devenir fou en fait. Mais en fait, je pense aussi que ça dépend. Mais comme je dis, c'est en lien avec les conjonctures socio-économiques. C'est-à-dire que tout le monde aspire à de l'argent parce qu'en fait, la précarité, ça détruit. Les gens en ont marre, en fait, tu vois. Et en fait, je pense que ce qui est assez problématique, surtout dans notre génération, c'est plus à quel point on hype la vie entrepreneuriale, tu vois. Alors que chacun son chemin, encore une fois, tu vois. Et que tout le monde n'est pas destiné à faire ça, tu vois. Et que en tant que personne qui, justement, rentre dans la trentaine, c'est OK de ouf, en fait, de pas vouloir devenir entrepreneur, de pas vouloir percer, de pouvoir avoir une vie humble, tranquille, juste une petite maison, de etc. pas forcément être le plus riche. C'est pas. Voilà. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de richesse et on l'accentue un peu trop sur l'argent parfois. Ça. Et en fait, genre même avec ton petit appartement tranquille, etc. Tu peux être épanoui, tu peux être content, tu vois ce que 2 voyages par an, etc. Voilà. Les gens sont heureux et il y en a qui l'ont même pas. Et parfois, nous en tant que jeunes, je sais pas si tu as ce phénomène-là, mais parfois je me dis comment dire, je vis pas assez bien, or que j'ai mon appartement, je voyage quelques fois par année, j'ai ma famille qui eux aussi ont un foyer, j'ai mon frère qui a son foyer. Donc parfois je me dis c'est pas assez et justement c'est avec cette pression-là parce que comme tu as dit, la vie est dure, la vie devient chère, donc tu as l'impression que quand tu gagnes de l'argent, tu le dépenses directement et tu n'as pas cette sensation de être aisé, tu vois, et aussi cette comparaison avec les réseaux sociaux et cette hype où on dit ouais, pour être heureux ou pour être bien ou à cet âge-là, normalement tu devrais déjà être entrepreneur ou ton objectif ça doit être gagner 1 million l'année ou avoir le million. Moi honnêtement, c'est pas un objectif d'avoir le million forcément, tu vois, c'est beaucoup d'argent et je crois qu'on a perdu cette relation-là avec l'argent et cette valorisation de l'argent tellement on vit dans une atmosphère où la valorisation de l'argent, elle change aussi beaucoup, elle fluctue beaucoup. Donc voilà, et aussi très, très bon aspect que tu as ramené, c'est qu'être indépendant, au final, c'est être dépendant de quelque chose. Tu n'es jamais libre à 100%, en fait, il faut choisir ta dépendance. Quand tu es salarié, c'est chez ton employeur que tu es un peu dépendant, et quand tu es indépendant, tu es quand même dépendant de tes fournisseurs, de tes clients. Si tu n'as pas tes fournisseurs, tu n'as pas ton activité, tes services, etc. Si tu délègues, tu dépends quand même des gens, de tes employés. Donc, tu dépends en Belgique, même si tu n'as pas tout ça, tu dépends des taxes. Les impositions sont là. Donc, tu dépends d'une manière ou d'une autre de quelque chose. Donc, je crois que le terme indépendant a été trop glorifié. Et je crois qu'il faut savoir que même dans ça, il y a une dépendance et qu'il y a des risques aussi et que ce n'est pas tout beau, tout rose. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si tu as la rêve du tonton là qui dit... non, pas la rêve. L'argent, ça fait Il y a quelqu'un qui pose une question à un tonton qui dit « L'argent, ça fait le bonheur, monsieur ?» Et le monsieur, il dit « Ça fait. » Parce que les gens, ils veulent trop faire genre... Les gens veulent trop faire genre l'argent, ça fait le bonheur un minimum, mais pas que l'argent, bien évidemment. Mais donc, il y a aussi cette phrase-là, l'argent rend fou. Et moi, je veux parler aussi de cet aspect santé mentale qui est parfois relié à l'argent, parfois non. Mais du coup, je crois que cette période-là, la santé mentale, elle est très fragilisée. Et je ne sais pas si tu as vu ce shift-là de midlife crisis. À l'époque, donc, les gens avaient une crise de quarantaine. Pourquoi ? Parce qu'ils regrettaient le passé qu'ils n'avaient pas vécu. Oui. Or que nous, maintenant, je crois qu'il y a un phénomène de 20 junior adult crisis. Pourquoi ? Parce qu'on est trop dans le rush, on met beaucoup de pression, on veut atteindre certains objectifs. Et en fait, on a une dépression, une crise liée au futur, donc anxiety par rapport au futur, par rapport à ce qu'on va devenir, qui on est, ce qu'on veut atteindre. Et je crois qu'il y a eu un shift. Est-ce que tu l'as remarqué ? Est-ce que tu as déjà vécu des moments comme ça, ou est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça ? Ouais, c'est bizarre, parce que moi, ma rêve aussi, c'est souvent les réseaux sociaux, et les gens ils disent souvent que notre génération, c'est une génération abandonnée, tu vois. Ceux qui commencent à voir la fin de la trentaine, la fin de la vingtaine, début de la trentaine, on est un peu une génération abandonnée, et je trouve qu'on est un peu dans un entre-deux où la société, elle change, ne serait-ce que le rapport au travail, le rapport à l'amour, on questionne beaucoup de choses, le fait de se marier, pas se marier, le fait de travailler dans des bonnes conditions, genre
je trouve qu'on nous renvoie beaucoup à une génération qui revendique, tu vois, qui se laisse pas faire, en fait, littéralement par... Génération Z, la les génération rebelles. Z, hein, et genre qui se laisse pas faire par le système, etc. Je pense qu'on est vraiment au cœur de ça. Et encore une fois, comme je disais, la vie, elle est hyper dure. Et en fait, surtout la vie en Occident, bon, on habite en Belgique toutes les deux. Genre, c'est pas une vie facile où c'est, facile de prendre soin de sa santé mentale. Et Dieu merci, maintenant, je trouve, de plus en plus, les gens ils commencent à ouvrir les portes par rapport à ce sujet-là, par rapport à ces thématiques, sachant que, en plus, moi, je suis une personne afrodescendante, donc nous aussi, on a des vécus en tant que personne noire. Enfin, après, je parle pour mon cas, je pense aussi c'est pour toi aussi, genre où la vie, elle est aussi un peu plus dure aussi, même en plus en tant que femme, tu vois, c'est plein de fardeaux qui se rajoutent, et plus on grandit, plus c'est exponentiel, plus ça prend des formes différentes, et c'est des choses qui entravent en fait aussi notre existence et qui met à mal en fait notre santé mentale. Non, tu as raison. Et tu as dit que la vie, elle est difficile. Mais parfois, je me dis, c'est vrai que la vie est difficile. Et je vais jamais oser dire à quelqu'un, tu te plains pour rien. Mais j'ai ce questionnement. Nos parents, ils ont aussi vécu des choses difficiles, surtout pour nous, les afro-descendants. Ici, vraiment, ce podcast, c'est pour tout le monde. Mais comme, voilà, on est des femmes et on est des afro-descendantes et on est africaines, parfois, on va parler par rapport à ça. Mais ça peut être intéressant pour tout le monde aussi. C'est que nos parents, ils ont vécu plus de racisme. Et pourtant, eux, j'ai l'impression que la dépression, peut-être qu'ils l'ont vécu, mais ils ne sont pas conscients. Mais pour eux, la dépression, c'est un aspect très bizarre ou bien limite une honte ou quelque chose. Il faut même pas en parler. Il faut juste... Tu vis une merde, tu avances. Tu n'as même pas le temps de pleurer, en fait. Et j'ai l'impression que nous, on est un peu plus soft, dans le sens où je crois que, mine de rien, notre génération, on a aussi été habitués à avoir les choses très facilement, très vite. Tout ce qui est technologie, une information, ChatGPT, Google, tu cherches, tu as l'information. Je crois aussi qu'on vit dans un monde un peu plus ouvert, donc du coup... Côté emploi, c'est un peu plus facile pour nous. On a aussi fait nos études ici, donc on a notre master. Donc comparé à nos parents, c'est un peu plus facile. Donc j'ai l'impression qu'on va aussi parfois, et parfois c'est justifié, mais parfois se plaindre un peu plus vite que nos parents. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je t'avoue que je suis un peu mitigée. Donc là, maintenant, je vais avoir une double casquette. Je vais avoir ma casquette de moi, fille noire, qui a des parents immigrés, etc. Et puis je vais avoir aussi ma casquette de chercheuse. De ce que j'ai compris en vrai de la génération de nos parents, c'est qu'en fait, comme tu dis, ils ont vécu des choses tellement terribles, tu vois, ne serait-ce que le vécu en exil, comme tu dis, le génocide, etc. Mais en fait, ce que j'ai constaté, c'est que c'est nous qui portons les traumas de nos parents, en fait, tu vois. Comme ils ne les ont jamais digérés, tout s'est mis sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on a plein de choses qui jouent en nous inconsciemment, où on met pas les mots parce que nos parents ont été brisés et on porte ça, mais on sait pas les nommer, tu vois, parce que ça a été vécu par nos parents, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je trouve que je te rejoins pas trop sur ce propos-là, parce que d'un côté, effectivement, nos conditions de vie, c'est un peu plus easy que nos parents. Tu vois, ils ont fait aussi un travail pour avoir des droits, etc., pour qu'on puisse aller à l'école tranquillement, qu'on vit du racisme moins direct, moins frontal. Mais je pense aussi que voilà, on porte aussi les bagages et les traumas de nos parents. Bien et évidemment. le fait qu'on soit une génération qui en parle, je trouve que ça brise quelque chose sur le plan intergénérationnel. En tout cas, moi, personnellement, j'ai cette sensation. Non, c'est vrai. Et je crois que c'est le point où je voulais en venir. Je crois que nous, on doit changer cet aspect-là où les parents ils vont se renfermer et pas forcément parler de ça, même de leur trauma, parce que c'est important d'apprendre à connaître nos parents, parce qu'au final, on est le fruit de leur union. Donc je crois que c'est important de parler de leur trauma à eux pour qu'on puisse peut-être mieux nous comprendre et mieux les comprendre, mais aussi des bénédictions, parce qu'on parle souvent de break the generational curse, désolé de mon anglais, mais je crois qu'on doit aussi se dire keep the generational blessing, donc garde les bénédictions de la famille, tu vois, qui se sont passées d'une génération à une autre. Et aussi, je crois que c'est important et je suis contente que le sujet de santé mentale, c'était un tabou, mais je crois que maintenant, ça devient, surtout pour notre génération, ça devient de moins en moins un tabou. Il y a aussi beaucoup de podcasts autour de ça. Et je trouve qu'on doit continuer à faire le travail et de se dire, même avec nos amis, que ce soit même avec nos parents, d'essayer d'être ouverte par rapport à ce sujet-là et de ne pas avoir honte. Parce que souvent, je crois qu'on a du mal avec la santé mentale parce que scientifiquement parlant, il n'y a pas vraiment une logique. Quand tu
te casses un os, tu sais vers où aller pour le réparer. Que le cerveau, c'est l'organe le plus complexe dans notre organisme. Donc du coup, le comprendre, et parfois il y a même des docteurs, donc des psychologues ou des psychiatres qui ne savent pas forcément pourquoi tu es en dépression ou la cause de la dépression, c'est quelque chose de très compliqué. Et quand on n'a pas de raison spécifique, c'est difficile de normaliser ou de standardiser cette maladie-là, qui est une maladie, en fait, je crois qu'on doit la prendre comme une maladie comme une autre, en fait. Tu es juste malade. Quand tu as un rhume, personne ne te regarde bizarrement, mais quand tu dis que tu es en dépression ou que tu vas chez le psychiatre, c'est quelqu'un juste de spécialisé qui va gérer cette maladie-là, on te regarde parfois comme si tu étais bizarre, or que je crois qu'on va souvent lier la dépression ou bien le psychiatre ou aller voir un psychologue à la folie, or que c'est pas vrai. Parfois, il y a même des gens qui n'arrivent pas à dormir qui vont chez le psychiatre, c'est pas des fous. Il y a des fous, je le sais. Et force à eux, mais c'est pas parce que tu vis une dépression que tu deviens folle. Parfois, c'est juste too much. Tu as juste besoin de quelqu'un avec qui parler et tu as besoin des soins nécessaires. Et je crois qu'il faut juste enlever cette honte-là, enlever ce jugement-là, enlever ce regard-là. Et surtout, la chose la plus importante, communiquer, mais surtout cette compréhension et cette empathie envers nous-mêmes et envers les autres surtout. Et je pense que cet aspect de la santé mentale, surtout dans ce podcast qu'on va faire justement autour de cette question de la trentaine, elle est essentielle. Parce que j'ai l'impression que les traumas, c'est toujours un truc qui attrape ta veste à un moment donné dans ta vie. Et il vaut mieux qu'on soit inscrit dans une génération où on s'y prend quand même relativement tôt pour pouvoir, pas traiter ça, mais juste affronter cet aspect-là, de dire que ça existe. Et que pour certains, peu importe comment... Par rapport au vécu qu'on traverse, au moins dans cette posture de ne pas avoir peur de l'affronter, de pouvoir l'aborder, tu vois. Et aussi, je pense, un des aspects que tu dis qui est hyper important, c'est à quel point c'est tabou aussi dans notre communauté afrodescendante, surtout quand tu parles du fait que c'est associé à la folie ou bien même que c'est associé à un truc de blanc. Et je trouve que c'est aussi l'un des objectifs de ce podcast, c'est de démystifier un peu tout cet aspect-là, que ça nous concerne aussi toutes et toutes, et que aussi il n'y a pas une obligation aussi de s'inscrire dans un champ de manière de faire, c'est-à-dire obligé d'aller voir un psy. Tu vois, tout le monde n'est pas fait pour ça, mais tu vois que maintenant, il y a plein de dispositifs, je trouve, pour pouvoir traiter sa question de la santé mentale. Pour ceux qui ont beaucoup de chance, il y a la famille, les amis, mais il y a maintenant des podcasts aussi qui sont disponibles. Et je pense que même dans les figures d'inspiration, pour pouvoir comprendre ces enjeux de santé mentale, on n'est pas obligé aussi de se projeter dans un truc, on va parler que de ces mots MAUX, donc ces difficultés. Il y a aussi ce truc de aussi s'inscrire dans la résilience, dans la force. Tu parlais aussi des blessings de nos parents, tu vois, genre de s'inscrire aussi dans la résilience de leur parcours. Tu vois, qu'on disait que eux sont dans une génération un peu plus forte, un peu plus solide. Je pense aussi que ça, c'est un des aspects qu'on devrait utiliser pour s'en inspirer et pouvoir affronter la vie, ne serait-ce que pour ces questions de santé mentale. Donc savoir déposer ces problématiques, mais savoir aussi négocier des portes d'entrée pour pouvoir s'en sortir, tu vois. Exactement. Et particulièrement dans cette phase de la trentaine, je trouve, parce qu'en plus on a plus de recul et plus de compréhension sur comment sont nos parents. Je ne sais pas si toi tu as ça, mais plus je me rapproche, plus je comprends un peu plus les choix des darons, certains trucs d'incompréhension, et que tu comprends qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, tu vois, même si je trouve qu'il y a beaucoup de parents avec les moyens qu'ils avaient aussi. Voilà, même si je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui, sur beaucoup d'axes, ils ont vraiment floppé, tu vois. Même si voilà, je considère la génération de nos parents comme des héros et tout, tu vois, en tant qu'immigrés, mais je trouve aussi qu'il y a plein d'endroits où ils ont floppé, et je trouve qu'avoir la trentaine, c'est être dans cette capacité d'être dans ce recul pour mieux comprendre certains choix, et de plus les voir exclusivement comme nos parents, mais aussi des adultes qui ont aussi du hustle, qui eux aussi ont été traversés par des réalités aussi que nous aussi on commence à traverser en fait, tu vois, dans notre contexte spécifique. Je crois que comme on vit des choses qu'ils ont vécues, on les comprend mieux aussi. On peut en vérité trouver des similarités. Et du coup, je crois que cet aspect-là, c'est très important. Et je l'ai remarqué, c'est que plus je grandis, plus je me rapproche de mes parents, parce que je sais que plus je grandis, plus ils vieillissent, donc je dois m'en rapprocher. Mais aussi parce que j'arrive à avoir ce recul-là, effectivement, en tant qu'adulte, parce que moi-même, j'ai vécu certaines choses et je peux avoir cette compréhension-là. Et je trouve que c'est super important d'appuyer sur le fait, parce que quand on est adolescent, on est un peu plus axé sur les amis, sur les sorties, ou quand on est à l'université, on passe pas trop, on croit trop que nos parents, ce sont nos ops, en vérité. Or que je crois que c'est les personnes qui veulent
notre bonheur avant le leur. Et donc, je trouve que parfois, pour revenir à ce que tu as dit, on doit vraiment, pas que pour parler de tout ce qui est santé mentale, trauma, mais je crois que c'est juste important de faire des activités avec eux, de les inclure dans notre vie d'adulte, de demander conseil, parce qu'au final, eux, ils sont passés par là et ils ont peut-être une autre façon de faire, mais ils ont peut-être aussi des conseils précieux. Et je crois que, parce que souvent, quand on veut discuter ou aller boire un verre, qui est-ce qu'on appelle? Oh mon chéri, oh ma go, oh ma copine. Pourquoi pas oh maman, viens, j'ai envie de te parler d'un truc, ça me trouble un peu, peut-être que tu peux m'aider avec ci, ou comment ça marche les impôts, nos parents ils savent, est-ce que tu peux m'aider? Et je crois que parfois on va plus vite demander à quelqu'un d'autre que nos parents, et c'est important de les inclure aussi dans notre vie et de devenir un peu, pas forcément, en fait si, un peu ami avec eux, quoi, et de enlever ce gap-là qu'il y avait entre nous quand on était adolescent, enfant ou autre. Donc voilà, je crois que c'est important. On va petit à petit commencer à clôturer parce qu'on va quand même dans les détails et c'est pour les prochains épisodes. Mais je voulais aussi parler de cet aspect relation amicale, relation familiale, on en a déjà parlé, parce qu'au final, pour tout ce qui est santé mentale, pour tout ce qui est soutien, pour tout ce qui est ce cheminement vers la vie d'adulte, c'est important d'être entouré, d'être bien entouré. D'ailleurs, merci à ma sœur d'être mon amie parce que ça fait beaucoup. Mais donc, je voulais aussi qu'on parle de cet aspect de garder certaines relations d'amitié. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, dans notre vie d'adulte, il y a tellement plusieurs catégories. Il y en a qui voyagent, qui vont au bout du monde. Tu as une amie comme ça, d'ailleurs. Il y en a qui vont faire des enfants. Il y en a qui vont se focaliser vraiment sur leur business. Et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais je crois qu'il faut apprendre aussi à gérer cette relation d'amitié et à apprendre à adapter, à switcher de la manière d'approche par rapport à cette relation-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Même, je trouve que on est dans une société qui met beaucoup en avant l'amour romantique, etc. Mais ne serait-ce que mon parcours de femme célibataire actuellement, je me rends compte à quel point en vrai les amis c'est trop important, tu Trop vois, important. genre et un gouma romantique, ça fait mal, mais un gouma amical, je bois mon eau. Et en fait, c'est super important pour continuer à te porter dans la vie. Et en fait, plus j'avance dans mon âge, plus je me rends compte que mes relations amicales sont des relations qui ont été plus longues que mes relations amoureuses, beaucoup plus concrètes et qui m'ont apporté tellement de bonnes choses. Et je trouve que vraiment, c'est sous-coté, en fait. L'amitié, c'est tellement sous-coté, ne serait-ce que les bénéfices. Et je pense aussi que plus j'avance dans la vie, plus mon rapport à l'amitié est différent. Je trouve qu'à l'époque, on mettait beaucoup en avant sur le fait qu'en amitié, on devait juste être là et juste être là et partager des bons moments, etc. Mais j'ai l'impression que moi, en tout cas, je me sens vraiment nourrie d'amitié où il y a de la réciprocité, tu vois, où je sens pas ce rapport asymétrique entre moi et la personne avec qui je suis, relationnellement, amicalement parlant, tu vois. Et je me rends compte vraiment qu'à la fin de cette vingtaine, c'est vraiment beaucoup, après la famille, c'est vraiment beaucoup mes amis qui me portent. Et l'amour romantique, c'est bien, mais les amis aussi, c'est très, très bien et c'est très, très, très important. Exactement. Je trouve que, comme tu as dit, parfois, on va plus mettre l'effort sur une relation amoureuse que sur une relation d'amitié. Pourquoi? Parce qu'en amour, on a parfois peur de perdre cette personne-là, et en amitié, on est plus à l'aise, on se dit, c'est comme mon ami depuis, la personne là va rester, mais c'est pas toujours le cas malheureusement. Et je crois que quand on est adulte, comme on a moins de temps et comme on est un peu plus focus sur de choses sérieuses, et c'est normal parce qu'on est responsable, je crois qu'il faut être intentionnel et vraiment te dire, c'est même pas question de temps, on doit pas s'appeler, toi et moi on s'appelle pas tous les jours, mais essayer de voir la vie de la personne, de voir ta vie et de trouver un match qui peut vous plaire à tous les deux, communiquer, compréhension, c'est super important, et être ouvert d'esprit parce que parfois, la personne, elle vit des choses que tu ne comprends pas forcément. Donc, honnêtement, entretenez bien vos relations amicales, car franchement, avoir des sœurs, avoir des frères qui sont là dans vos beaux moments, dans vos goumins amoureux, dans vos projets, je crois que c'est un sentiment incroyable. Et je l'ai senti d'ailleurs quand j'ai fait ma crémaillère, quand j'ai pu accueillir tous mes proches chez moi, j'étais vraiment en mode heureuse. Quelle grâce! Et parfois, c'est vraiment une grâce parce qu'il y a beaucoup de gens
qui n'ont pas d'amis, hein, qui se sentent vraiment seuls. C'est triste. Nous, on rigole parce qu'on a des amis, mais il y a des gens qui sont... Et d'ailleurs, si vous n'avez pas d'amis, venez. Franchement, rejoignez-nous. Avec plaisir, on vous accueille. Mais donc, voilà, protégez vos relations amicales. On va clôturer ce premier épisode super intéressant. Je trouve que c'était sympa. On a abordé plusieurs sujets. Et c'est ça le but de ce podcast, vraiment parler de cette transition post-études vers la vie de la trentaine. Donc vraiment parler de carrière, investissement, relations amicales, santé mentale. On va vraiment parler de tout et de rien avec du sérieux, mais aussi avec une certaine légèreté. On aime bien rigoler aussi pour être détendu. Restez avec nous, ça va péter dans le futur car on va parler plus en détail sur ces aspects-là. Et voilà, merci pour l'écoute. Tu as super bien clôturé, je pense, ce premier épisode. Et donc voilà, on aura des sujets beaucoup plus spécifiques dans les épisodes suivants. Là, c'était vraiment un épisode un peu général. On a touché un peu à tout. Mais on va commencer à resserrer les taux et à arriver dans du concret. Comme tu as dit, c'est vraiment un espace un peu safe place, un peu cosy pour parler de nos vécus. Même si on donne des tips, c'est aussi nos vécus. Et je pense que voilà, toi et moi, on porte ce projet et on espère que vous allez l'apprécier. J'espère aussi. Et aussi, je voulais rajouter que c'est comme une réunion de famille, en vérité. Ouais. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas d'amis, pas de famille, ici. Bisous.